commencé à travailler au pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, j'ignorais que les CPE étaient une entreprise d'économie sociale. Absolument. C'est un service pédagogique à l'enfance, dans le fond, où est-ce qu'il y avait une volonté provinciale, en fait, de doter justement les femmes d'une solution pour ne pas les obliger, en fait, à toujours être tenues à domicile. Donc, en fait, le gouvernement du Québec voyait dans le modèle des CPE une façon de permettre à la femme de s'émanciper, de pouvoir aller sur le marché du travail, d'avoir une vie professionnelle, une vie familiale, oui, toujours, mais toujours d'avoir une capacité justement de pouvoir sortir, dans le fond, d'un marasme économique que c'était encore un fardeau il y a quelques années. Ça, on l'oublie, hein? On l'oublie facilement. Mais donc, avec l'exemple du CPE à Brigitama, tu as pu voir c'est quoi un peu de l'intérieur, justement? Oui, j'ai beaucoup aimé rencontrer les femmes éducatrices, les gestionnaires qui étaient là, raconter leur métier avec passion, dévouement. Elles sont vraiment là pour aider au développement des tout-petits, dans le fond, qui est la relève du Québec, le Québec de demain. Puis une chose aussi, moi, que je trouve formidable, c'est que c'est un modèle en ce moment qui est en pleine expansion, qui a beaucoup de demandes. Il y a un manque justement de réponse aux besoins par rapport à cela. Il y a même des alternatives qui se font un peu partout au Québec d'innover, c'est-à-dire pas juste d'avoir une installation comme qu'on le voit typiquement, mais aussi d'avoir des hybrides peut-être de travail, notamment en milieu du travail, d'aller voir des façons alternatives de développer. Bref, tout ça pour dire que c'est un modèle innovant, c'est un modèle unique au Québec. Hein? Quand on regarde d'ailleurs au Canada, ça n'existe pas ce modèle-là, il y a des provinces qui sont jalouses même de notre modèle. On l'oublie facilement. Mais moi, je trouve que c'est magnifique de pouvoir avoir cette opportunité-là, de pouvoir rencontrer un CPE. Sur le conseil d'administration de tous les CPE qui sont incorporés en OSBL, la majorité des membres, ce sont des parents utilisateurs, donc à l'affût des besoins. Ils peuvent recommander, donner une direction super pertinente pour le développement des CPE. C'est une belle façon pour les parents de voir et s'engager directement dans l'éducation de leur enfant. Je peux pas dire exactement c'est quand, mais il y a eu les garderies éducatives subventionnées qui sont parties un peu partout. Exemple, à Montréal, il y a eu différentes garderies éducatives qui sont parties. Puis ici aussi, à Armstown, il y a des parents qui ont décidé de débuter une garderie éducative. Dans le temps, c'est comme ça qu'on l'appelait, subventionnée. Puis, c'était 6 parents. Aux abords, j'ai même les lettres d'attente, j'ai le nom des 6 parents, puis c'est eux qui ont décidé de partir ça dans le village. On m'a dit, puis c'est des rumeurs, que quand ils ont parti ça, il y en a qui regardaient drôlement ce projet-là parce qu'ils disaient, bon, d'où les enfants devraient rester à la maison avec les mères. Puis finalement, le projet est parti avec 6 enfants, puis tranquillement, pas vite, ça l'a grossi. Je vais reculer pour en revenir. Ma fille, présentement, est en éducation à l'enfance, Marianne. Puis, souvent, elle se fait taquiner pour dire « Ah, t'es gardienne » ou tout ça. Puis, on a vraiment parlé beaucoup ensemble, tu sais, du droit des femmes, puis de la force, puis de l'importance des éducatrices, puis de la qualité éducative, tout ça. Fait que les CPE sont là pour ça, sont justement là pour faire en sorte que tous les citoyens puissent être capables d'aller faire travailler, mais avoir un service éducatif de qualité. T'sais. Oui, c'est de l'image qu'il faut changer. Hein? Les filles, on leur répète à tous les jours, vous êtes les professionnels de la petite enfance, vous avez étudié le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. Il n'y a personne d'autre qui peut arriver ici et dire vous êtes des gardiennes. Non, c'est plus des gardiennes. On a un programme éducatif. Les éducatrices ont un horaire quotidien, ont une routine quotidienne à respecter. Oui, tout se passe. L'enfant est au cœur de tout ce que les éducatrices vont faire. Mais à la base, c'est l'enfant qui est son propre agent de développement. Alors, l'éducatrice, elle est là surtout pour offrir tout ce qui est les outils, le soutien, aller travailler avec les intérêts des enfants pour que justement l'enfant se développe dans ses capacités à lui, dans son potentiel à lui, mais son plein potentiel. C'est certain que l'éducatrice va mettre en place des activités pour aller travailler différentes sphères du développement.
Mais il y a aussi dans la période de jeu libre, que les gens appellent le jeu libre, nous, on aime mieux appeler ça le jeu actif, où est-ce que c'est initié par l'enfant. Bien, l'éducatrice n'est pas juste là comme surveiller le jeu de l'enfant, elle est là pour prendre des observations, elle est là pour aller soutenir le jeu, elle est là pour aller échafauder l'apprentissage des enfants. Elle va aller mettre des petits défis à l'enfant. Je te donne un exemple, ils font une tour avec des blocs, l'enfant est content, l'éducatrice va aller voir, je vois que tu as fait une tour avec tes blocs, est-ce que tu es capable de la mettre plus haute, est-ce que tu sais combien de blocs que tu as dans ta tour, alors là, à ce moment-là, bien, l'enfant va être porté à développer ces apprentissages-là sans que l'éducatrice lui donne les réponses. Après ça, il y a eu comme des développements avec Pauline Marois où là, les CPE ont été mis en place, mais avant ça, il existait quand même des garderies communautaires. Puis c'était des parents. C'était un conseil d'administration de parents. C'était vraiment très, très humain comme milieu puis tout ça. Puis ça l'est encore. Quand Pauline Marois a établi les centres de la petite enfance, ce qu'elle voulait, c'était un centre où on était au cœur de toutes les activités qui se faisaient dans les communautés. C'est vraiment dans la communauté, donc rassembler les services qui s'offraient dans les organismes communautaires, les CLSC, tout ça, pour être au centre, un centre de la petite enfance au centre de la communauté. C'est vraiment sa vision, puis de faire en sorte qu'on assurait l'équité des chances, qu'on s'assurait que tous les enfants aient une chance égale. Fait que c'est vraiment un beau projet là, que je tiens encore à cœur. Puis, le CPE Abracadabra a grossi. Il est arrivé de 6. Là, je dis 6, mais quand je suis arrivée, on était à 43 enfants. Puis ça, c'était en 2005. Puis maintenant, on est à 279. Fait que le CPE a grossi. Mais l'objectif du CPE, c'était toujours de garder son esprit communauté, son esprit implication, son esprit humain, que ça soit simple, pas compliqué. Tu sais, si on filmait de haut en bas, ben j'étais en jeans, puis on reste profondément humain dans notre approche. Quelle est la différence entre une garderie et un CPE? Un CPE, ben c'est géré majoritairement par des parents, par un conseil d'administration de parents. Puis, l'argent est réinvesti pour les enfants. Versus une garderie, c'est un propriétaire. Donc, l'argent peut être réinvesti pour les parents, pas pour les enfants, mais peut aussi être mis dans la poche du propriétaire. Fait que c'est vraiment ça. Puis nous, on fait partie de l'économie sociale. En conseil d'administration, ce qui arrive, c'est que c'est eux qui vont avoir les pouvoirs décisionnels du budget. Dans le sens, on reçoit des montants, je présente le budget, puis à ce moment-là, on vient comme décider quels sont nos projets pour l'année, pour vraiment bien réinvestir les montants. Puis on garde toujours en tête notre mission éducative, qui est la qualité éducative. Tu sais, exemple, pour le développement, ça coûte des sous développer. Tu sais, fusionner, agrandir, développer, ça coûte des sous pour le CPE, mais ça fait en sorte que ça offre des services aux municipalités. Puis on a vraiment une grande collaboration avec eux pour s'assurer que ça réponde à leurs besoins puis qu'on fasse partie de la communauté puis tout ça. C'est géré par un conseil d'administration qui est composé principalement de parents. Alors nous, Abracadabra, on a 2 parents de chaque installation qui est sur le comité. On a un membre de la communauté qui est... Depuis quelques années, c'est Lisanne, qui est une prof au DEC, justement, au DEC à l'AEC en petite enfance, qui fait partie du membre de la communauté. On a un membre du personnel aussi, une éducatrice qui est sur le CA, et on a la DG, naturellement, qui est sur le CA. Alors, c'est eux qui prennent beaucoup toutes les décisions au niveau plus administratif, si tu veux, tout le réinvestissement d'argent qui est au CPE, ben, il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de profit qui est gardé. Tout est réinvesti pour la qualité éducative, pour le bien-être, pour tout ce qui est l'environnement du CPE. Puis c'est géré par le CA. Fait qu'en fait, c'est quand même une dizaine de personnes là, qui est sur le CA, puis c'est principalement les parents. Fait qu'il y a une présidente, vice-présidente, secrétaire. Fait que c'est notre CA. Puis à chaque 2 ans, il y a des élections, parce que c'est des mandats de 2 ans.
Alors, à chaque assemblée générale, s'il y a des sièges qui deviennent vacants, on va les afficher. Puis lors de l'assemblée générale annuelle, bien, les parents vont se proposer à ce moment-là pour devenir comme membre du CA. Des réunions à toutes les 5 à 6 semaines environ. Fait que c'est pas quelque chose qui est super exigeant, mais c'est quelque chose qui est super intéressant. Les parents qui sont sur le CA voient un peu tout ce qui se passe au niveau de nos milieux, prennent des décisions aussi administratives là, par rapport au réinvestissement, les agrandissements, des futurs peut-être constructions. On ne sait jamais ce qui va arriver dans les projets. Fait qu'ils sont vraiment au courant de ça. Puis quand il y a des projets spéciaux, ben on va les soumettre au CA pour que le CA puisse accepter ces projets-là. Si on regarde, exemple, l'intégration des enfants handicapés, ben Chantal Laroche, qui était présidente dans le temps, ben elle avait des enfants, elle avait 4 enfants qui venaient au CPE, puis avec elle, ben, on a intégré la structure pour accueillir des enfants handicapés. De là est parti qu'on a engagé une éducatrice spécialisée, puis après ça, ben c'est devenu un peu notre image de marque, si on veut. Tu sais, il y a des milieux qui en accueillent peut-être un peu moins, mais ça fait en sorte que nous, ben on s'assure qu'il y ait une place, puis aussi au niveau des enfants défavorisés. Fait que le CPE se construit au fur et à mesure des années avec des parents. Tu sais, comme exemple, on s'est fait approcher pour une fusion avec le CPE Les Trois Pommes dans le temps, qui était à Saint-Antoine-Abbé. Puis il était en difficulté financière, puis tout ça. Fait que d'un sens, c'est le CA qui a décidé, bon, ben OK, on vous écoute, qu'est-ce que vous savez comme besoin, puis tout ça, puis est-ce qu'on avance? Ben oui, on avance. Fait que finalement, on a fusionné, puis ça fait depuis 2009 que le CPE qui est maintenant Les Petites Pommes, est fusionné à Abracadabra, fait qu'il fait partie de l'entité d'Abracadabra. Fait que chaque décision qui a été prise au fil du temps, ben c'était pris avec les parents du conseil d'administration pour faire en sorte qu'ils rayonnent dans sa communauté, tout ça. Fait que c'est vraiment une force qu'on veut motrice pour s'assurer que la communauté soit vraiment impliquée dans nos actions, puis que nous, on soit impliqués aussi dans la communauté. On offre un service pour dire, OK, venez porter vos enfants, puis après ça, on va vous les redonner. Non, c'est vraiment la préoccupation de s'assurer qu'on fasse partie d'une communauté, qu'on utilise les services de la communauté, qu'eux aussi nous reconnaissent. T'sais. Comme récemment, je sais pas si j'en dis trop, là, mais comme récemment, j'ai été à une rencontre pour l'Association des gens d'affaires de Hermstown, qui est complètement nouvelle dans la communauté, mais c'était une occasion justement pour leur parler de la force d'offrir des services de qualité dans leur communauté aux futurs employés, aux futurs travailleurs, parce qu'ils accueillent des immigrants, ils ont plusieurs personnes qui travaillent pour eux, ils vont grossir leur organisation, mais il faut aussi qu'ils pensent à ça, ces services-là, pour faire en sorte que la communauté rayonne, tu sais, que après ça, ces enfants-là, ces futurs enfants-là deviennent des enfants qui vont primaire, qui s'en aillent au secondaire, que finalement, on les envoie davantage vers le cégep ou l'université, puis que ce soit des futurs travailleurs pour notre région, qu'on aille des travailleurs qui rayonnent aussi à leur tour. Là, que ces enfants-là vont devenir nos adultes de demain. Puis il y a aussi tout ce qui est l'économie sociale, oui, mais tout ce qui est les achats locaux. On essaye beaucoup. C'est un défi. C'est un gros défi au niveau des achats locaux parce que, bon, on se cache pas qu'on a un budget. Hein, il faut quand même respecter ça, mais quand même, on essaie le plus possible là, d'aller dans la communauté. On va, dans l'été, les fraises, les asperges, ça va être des gens des alentours. Le sirop d'érable, c'est la même chose. On va pas aller l'acheter dans une autre entreprise. On va l'acheter de la région. On va aller chez Raté, à Armstrong, parce qu'on a besoin de feuilles, de petits matériels qu'on sait que lui y a. Fait qu'on essaye beaucoup d'acheter local. C'est sûr que c'est un défi. Ça, c'est un de nos défis qu'il faut qu'on travaille parce que il y a toujours un souci de je vais acheter local, mais en même temps, j'ai un souci de mon budget aussi qui rentre en ligne de compte habituellement. C'est un défi, mais on
on travaille très fort pour faire nos achats locaux, surtout, comme moi ici, c'est sûr que c'est surtout au niveau, on est quand même entouré de beaucoup de choses locales, autant à l'alimentation, ces choses-là. Mais en même temps, c'est un petit défi, puis il faut se parler. Il faut juste se dire non, c'est correct. Je vais payer un petit peu plus cher, mais je vais acheter locaux parce que c'est comme ça, on fait vivre la communauté. Il y a vraiment un aspect économique. On fait rouler l'économie en permettant aux parents d'avoir un milieu éducatif à l'enfance. Puis oui, c'est ça, ces gens-là vont travailler. Mais au-delà de ça, on a aussi des clientèles défavorisées. On a des clientèles à faible revenu qui, eux, ont besoin aussi du service éducatif à l'enfance. Puis là, on fait vraiment une différence parce que ces clientèles-là sont souvent isolées, ont de la difficulté à avoir des contacts avec d'autres personnes, puis tout ça, où les enfants vivent pas des situations de contact avec d'autres enfants. Fait on leur permet à ces familles-là d'entrer dans un milieu où il n'y a pas de jugement, que les enfants sont tous égaux, puis on s'assure que ces enfants-là puissent vivre des expériences, puis puissent se développer aussi adéquatement que les autres. Parce qu'on sait que dès la petite enfance, ces enfants-là ont déjà des écarts au niveau de leur développement parce qu'ils sont nés dans un milieu de vie qui était moins riche. Des fois, au niveau du langage, le nombre de mots qu'eux vont avoir, par exemple, à 3 ans ou à 4 ans versus ceux qui sont plus favorisés. Donc, on vient apporter une plus-value au niveau du développement du langage pour faire en sorte que ces enfants-là rayonnent. Puis, tu sais, dans nos cordes à nous, comme CPE, comme pour les centres de la petite enfance, c'est ça aussi. C'est s'assurer de l'équité des chances. Puis ça, c'est plus fort que tout, malgré qu'effectivement, on aide les parents, tu sais, à aller travailler, effectivement. Par contre, là, présentement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement encourage justement le retour à l'emploi puis tout ça. Ce qu'on souhaite, c'est que quand les enfants vivent ici leur journée, mais que les interventions qu'on fait, le matériel qu'on leur offre, les activités qui sont proposées fassent en sorte qu'ils se développent au maximum de leur plein potentiel par rapport à toute leur sphère de développement. Puis pour ça, bien, ça prend quelque chose qui est validé par la recherche. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que dans la période cruciale de 18 mois, c'est là où l'enfant se développe le plus au niveau de son cerveau. C'est exponentiel. Puis, si on décide qu'on fait n'importe quoi, bon, ça risque de finir avec des choses qui ne seront pas adéquates pour le cerveau de l'enfant. Fait que si l'enfant offre un programme éducatif de qualité, nous, c'est iScope, bien, c'est prouvé par la recherche que plus de femmes qui vont aux études, moins de jeunes mères, un salaire plus élevé. Fait, c'est prouvé par la recherche que si, en petite enfance, on offre un service éducatif de qualité, bien, ça va faire en sorte que ça va changer le courant de sa vie. Pas totalement, mais ça fait en sorte qu'on a une influence importante. Plus on va valoriser ce métier-là, mais plus on va aller recruter des nouvelles éducatrices. On ne parle pas de pénurie, mais on est quand même là-dedans aussi, en pénurie de personnel, mais en même temps, tout est relié. Ah, mais je ne vais pas aller garder des enfants, mais là, il faut aller valoriser le métier, aller valoriser qu'est-ce qu'on fait. Venez, on invite les jeunes à venir voir les éducatrices ici. On leur dit, vous êtes les professionnels, on va inviter des jeunes étudiantes, on va inviter les jeunes du secondaire à venir voir ce que vous faites. Profitez, parlez-en de votre métier, montrez-leur c'est quoi, qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes adultes-là puissent choisir ce métier-là puis qu'ils se sentent valorisés là-dedans. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça fait des années qu'on se bat pour ça. Puis les filles, de plus en plus, le personnel aussi, vont être réactives à ça. Non, je ne suis pas une gardienne, je suis une éducatrice. Veux-tu voir qu'est-ce que je fais? On fait des rapports de développement des enfants à 2 fois par année. C'est pas nouveau. Oui, c'est nouveau. Peut-être que le gouvernement a mis l'obligation de produire des rapports périodiques, mais nous, on en faisait déjà avant de ça. Alors, d'où là, tout le côté professionnel de la chose. Puis l'éducatrice, ben oui, dans sa journée, elle s'amuse. C'est vrai.
Oui, ça fait partie du travail, mais il y a aussi des journées où est-ce que c'est moins facile, puis qu'elle a des enfants à besoins particuliers, elle a des enfants qui ont un peu plus de besoins de soutien, elle doit faire des plans d'action, elle doit mettre des choses en place pour outiller ces enfants-là puis les soutenir, fait que c'est un gros contrat, être éducatrice. C'est une vocation, une belle vocation. Les moments anecdotiques, c'est les moments où justement des gens ont fait une différence dans l'organisation. Puis c'est ça la force d'un CPE, c'est que c'est les gens qui font des différences plutôt que la directrice générale qui rayonne. Entre autres, comme j'ai dit tantôt, Chantal Laroche qui était présidente du conseil d'administration, qui a implanté la structure pour les enfants handicapés. Après ça, j'ai Vanessa Théoret qui est à Armstown ici, qui elle est maman encore ici, puis ça fait 6 ans qui est nutritionniste, puis qui analyse nos menus pour s'assurer que nos menus soient corrects. C'est du bénévolat qu'elle fait pour s'assurer que tout soit adéquat, puis tout ça. C'est vraiment une grande chance qu'on a. Puis, tout le développement que le CPE a fait en collaboration avec les municipalités. Ça, c'est vraiment fort parce qu'à chaque fois qu'on a développé, on a eu un contact avec les municipalités, puis on a travaillé en collaboration avec eux. À Sainte-Martine, on a débuté avec François Canto, on a été visiter des terrains ensemble. Après ça, avec Maud Laberge, on a rêvé comment on peut faire un protocole d'entente pour utiliser les services du CPE, puis partager des aires communes. On a rêvé. Puis ça, c'est les plus belles réalisations qu'on a eues, de rêver avec les gens, puis d'instaurer des services éducatifs à l'enfance dans les communautés. À Saint-Antoine-Abbé-Franklin, on vient d'agrandir, on offre 62 places dans la communauté, ça fait des emplois permanents pour les gens, ça fait un milieu de vie, on fait des événements où les parents se rassemblent, puis ils peuvent échanger. Les gens rentrent, c'est comme une petite famille, tu n'es pas juste à la porte à donner ton enfant, les gens rentrent, peuvent rester, ils vont jaser, je peux-tu m'impliquer, venir faire une petite activité dans le local, des grands-parents qui viennent chanter, ils font de la guitare, tout ça. Fait que le développement, les fusions, les agrandissements ont tous été faits en partenariat. Puis ça, j'ai une histoire pour chaque petit moment qu'on a fait, qu'on a agrandi depuis 19 ans. C'est quelque chose qui me rend fière de voir tout ça. C'est intangible aussi, on peut pas, on peut pas dire tout ce qu'on apporte parce que ça se voit pas. Mon rêve, ça serait de faire une recherche québécoise pour voir l'impact que ça a de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, puis voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants quand ils deviennent adultes par rapport à ce qu'ils ont vécu aujourd'hui ici. Mais c'est ça, c'est un rêve. L'action qu'on fait, c'est une action qui est porteuse pour l'avenir. C'est pas juste une action qu'on fait là, maintenant, pour le besoin du parent, mais une action qui va permettre que la communauté se déploie. Aujourd'hui, on voit des enfants qui sont venus chez nous, venir travailler chez nous ou aller travailler ailleurs ou rayonner dans différents bureaux de comptables ou mécaniciens ou dans n'importe quel secteur. Je pense qu'on a contribué à ça. On a contribué à faire en sorte que ces enfants-là se propulsent vers plus haut encore. Bien, je pense que ce que ça m'apporte le plus, c'est que je vois que je fais une différence. Je fais une différence dans la vie des enfants, dans la vie des familles. Je pense que je fais une différence aussi dans mon équipe de travail. C'est sûr que c'est ce qu'on souhaite. On souhaite toujours être là pour les bonnes raisons puis faire les bonnes affaires. Je pense que je le fais dans mon quotidien. Je vois pas le jour où est-ce que je vais arrêter de travailler. Je ne sais pas. J'aime agacer mon équipe en disant « la retraite approche », mais en fait, je sais pas quand je vais prendre ma retraite. C'est peut-être la retraite qui va m'attraper, je ne sais pas. Mais je pense que le sentiment du devoir accompli à chaque jour, j'arrive chez nous, puis je me dis « bon, aujourd'hui, OK, c'est une journée de défi, mais qu'est-ce que tu as eu de bon dans ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été positif dans ta journée? » Puis ça, c'est mes collègues de travail, mes autres directrices qui
qui m'ont un peu influencé là-dessus. Ils me disaient « Ah, t'as une mauvaise journée aujourd'hui, essaie de penser à qu'est-ce que t'as eu de positif dans ta journée. » Puis j'essaye à chaque soir de me dire « Bon, OK, aujourd'hui, c'était pas une belle journée. » Mais, parce qu'il y en a, des pas belles journées. Mais je veux me coucher sur un côté positif pour que le lendemain matin, quand je me lève, je me dis « Bon, go, on part. C'est une autre journée aujourd'hui, puis on va relever d'autres défis. » Puis honnêtement, quand tu as une journée qui est plus difficile, va t'asseoir dans un local où est-ce qu'il y a des enfants heureux. Tu vas oublier tes tracas, puis le sourire va revenir, puis tout ça. Puis si ça passe pas, ben j'ai le privilège de pouvoir aller prendre une petite pause, aller prendre une marche. On est dans un super beau village. Tu vas prendre une petite marche, tu vas prendre une bouffée d'air, puis tu reviens. Parce que je pense que ça arrive à tout le monde, mais c'est assez rare. C'est assez rare. On va aller se câliner à pouponnière, on va aller câliner les enfants à pouponnière, prendre nos petits poupons, puis on va aller jaser avec nos grands de 4-5 ans qui ont tout le temps plein d'affaires à nous raconter, mais ça nous remet le sourire. Ça, c'est assuré, un sourire assuré.